Bonjour Pascal. Moi c'est Franck. Bonjour, je m'appelle Eva. Moi c'est Anne. Et on part en Israël. Pour moi, Israël, c'est le peuple juif, c'est la Shoah. En 1948, la résolution 181 des Nations Unies partage la Palestine pour créer l'État d'Israël. Destiné à accueillir les Juifs du monde entier, il est la réalisation du projet sioniste initié par l'Autrichien Theodor Herzl à la fin du 19e siècle. Pour moi, Israël, c'est la guerre. C'est la question palestinienne et c'est aussi la menace nucléaire avec les pays arabes voisins, en particulier l'Iran. Peuplé de 7,7 millions d'habitants, l'État hébreu est en guerre avec ses voisins arabes depuis sa création. Depuis 2002, le mur, une barrière de sécurité hermétique de 700 km de long, le sépare des territoires palestiniens. C'est les grands lieux religieux. Ça m'évoque aussi l'esplanade des mosquées, le mur des lamentations, Bethléem. Berceau des trois religions monothéistes, ce qu'on appelle la Terre Sainte a toujours été un lieu de pèlerinage. Juifs, musulmans, chrétiens cohabitent sur ce territoire exigu. Ça me fait penser aussi à des images de vacances, la mer Rouge. La mer Morte. Visiter Israël et les territoires palestiniens n'est pas un voyage anodin. Franck, Pascal et leurs deux filles ont décidé de profiter de l'installation récente de proches à Jérusalem pour aller fouler la terre promise et toucher du doigt le conflit israélo-palestinien. Vous connaissez déjà ce que vous avez envie de voir, votre parcours? Bon, évidemment, on va aller à Jérusalem. On voudrait aussi aller à Tel Aviv, sur la mer Morte. Si possible, aller en Cisjordanie, si c'est pas fermé, si on peut aller sans problème en Palestine. Et puis finir pour passer quelques jours de détente sur la mer Rouge à Eilat, ça serait pas mal. Donc nous, on va essayer de vous aider à préparer votre voyage en essayant de répondre à vos questions. Et est-ce que vous avez des interrogations ou des appréhensions notamment? En fait, moi j'ai un peu une appréhension sur la sécurité. Donc je sais qu'il y a beaucoup de contrôles en général déjà dès le départ. Donc comment on doit se comporter quand on arrive à l'aéroport par exemple? Déjà. Ouais, on en a beaucoup entendu parler pour les guerres ou pour les attentats ou des choses comme ça. À l'école? Non, je sais pas, souvent aux informations ou des trucs comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui t'inquiète? Oui, un peu. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont vraiment interdits? On peut vraiment pas aller parce que justement on est proche de zones de guerre ou on risque des contrôles multiples. On voit pas mal de passages de frontières à la télévision avec toujours des hommes armés. Les checkpoints, ouais. Les checkpoints, voilà. Donc il y a deux questions, c'est la liberté de circulation, mais aussi la sécurité qui est autour de ça. En fait, est-ce qu'on peut passer tranquillement, sans danger, en particulier en étant accompagné d'enfants? Pour répondre aux questions de nos voyageurs, notamment sur les questions de sécurité, nous avons d'abord rencontré Pierre Josse, c'est l'auteur du guide du routard sur Israël et les territoires palestiniens. Bonjour Pierre Josse. Bonjour. Alors la première interrogation des voyageurs quand ils vont en Israël, c'est les questions de sécurité. Il faut rappeler que c'est quand même un pays en guerre. Là surtout c'est une famille avec deux adolescentes. Alors quelles sont les précautions, les premiers conseils que vous donnez? Alors il y a une règle quand on aborde Israël sur le plan sécurité, c'est comprendre comment fonctionne ce pays sur le plan sécurité. Les premières mesures, c'est quand on prend l'avion. C'est-à-dire ne pas être irrité, essayer de comprendre pourquoi. Ça commence dès l'aéroport. Ça commence dès l'aéroport, c'est-à-dire que vous allez avoir droit à un flot de questions de la part de jeunes gens un peu secs, un peu froids, un peu rigides, un flot de questions apparemment anodines et parfois stupides. Ne perdez pas patience. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Et si vous vous énervez, vous risquez même de louper l'avion. Donc soyez patient, il faut comprendre pourquoi ils le font, parce qu'ils le font à bon escient, ils ont la pratique, ils ont l'expérience. Les conseils que je peux leur donner, c'est déjà de se renseigner au départ, en amont, et ensuite, arriver sur place, ils peuvent prendre des transports en commun. Alors, moi je dirais qu'en ce moment, vraiment, c'est la meilleure période. Bon, c'est vrai qu'il y a une surveillance accrue, mais c'est pas pesant.
Je veux dire, on a les meilleures conditions de visite à l'heure actuelle. Quelles sont les zones dangereuses, s'il y en a? Quels sont les dangers? Écoutez, je pêche peut-être par optimisme. Il n'y a pas de zone dangereuse à l'heure actuelle. Personne n'aurait l'idée d'aller à la frontière égyptienne parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, il n'y a pas de site archéologique. Bien, les seuls qui soient intéressants, c'est les sites nabatéens sur la route des lacs, mais ça, tout le monde le fait et c'est sécurisé. Personne n'aurait l'idée non plus d'aller fricoter du côté des quelques arpents qui sont disputés entre le Liban et Israël au nord de la Galilée. Donc dans ces cas-là, il y a absolument, pour le moment, aucun danger direct. On ne va pas dans ces endroits. Autour de la bande de Gaza également. Personne n'aurait. Il y a des tirs de roquettes. Absolument, mais on n'y va pas. Les touristes peuvent pas y aller. Et Pascal, la mère de famille, notre voyageuse, s'interroge sur les facilités de circulation. Est-ce qu'on peut aller n'importe où librement? Oui, alors quand on est étranger, oui. Quand on est étranger, oui, il n'y a aucun problème. Simplement, lorsque vous rencontrerez des checkpoints, à la sortie de Jérusalem, ou si vous allez à Bethléem, par exemple, prendre son mal en patience, sourire, ne pas s'impatienter. Pareil, à l'entrée des grands magasins, il y a des fouilles de sacs. C'est pour votre sécurité, il faut comprendre, et l'accepter de bon cœur. Mais on peut avoir un nombre potentiel de contrôle assez important. Absolument. Il faut vraiment l'intégrer dans sa vision du voyage. Mais il y a quoi en fait là-bas? Par exemple, Bethléem, que je voulais aller visiter, c'est en Palestine. C'est quoi Bethléem? C'est le lieu de naissance de Jésus. Ah d'accord. Ah bah oui. C'est en Palestine. Oui. L'aspect pèlerinage ou religieux en tout cas d'un voyage en Israël, ça c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement? C'est plutôt pour une meilleure compréhension. Personnellement, j'y vois aucun pèlerinage. Par contre, c'est le berceau de notre civilisation, donc c'est de la civilisation judéo-chrétienne, donc ça donne envie effectivement de voir ça et de le comprendre, mais je ne ressentirais pas ça comme une émotion religieuse. Et ça représente quoi en fait ces lieux pour vous qui n'avez pas de croyance religieuse? Qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Des lieux historiques, de l'histoire et un peu de mythologie en fait. Un peu de mythologie, parce qu'effectivement, quand on recommence à regarder une carte d'Israël et qu'on voit des noms comme Jéricho, comme justement Bethléem. C'est des noms que vous avez entendus depuis toujours. Et qui existent. Et qui existent vraiment. Qui existent vraiment. Ouais. La religion en pratique au quotidien, là-dessus vous avez des questions, des interrogations? Est-ce que par exemple, dans des endroits, on sera obligé de porter une tenue particulière? Comment il faut se comporter en fait pour respecter les croyances? Oui, et comment vivre le jour du Shabbat par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire ce jour-là? Et donc, ou alors dans quelle ville on peut le faire ou ne pas le faire? La Terre Sainte attire beaucoup de pèlerins et même quand on n'a pas de culture religieuse, il est parfois fascinant de fouler des lieux dont le nom apparaît dans la Bible. Pour en parler, nous allons rencontrer maintenant la sociologue des religions, Régine Azria. Beaucoup de voyageurs vont en Israël et en Terre Sainte pour faire un pèlerinage. Ce n'est pas le cas de nos voyageurs qui, eux, sont athées, mais quand même, ils s'intéressent aux informations religieuses parce qu'il faut quand même rappeler que c'est le berceau des 3 religions monothéistes. Israël, avant d'être un pays de grand tourisme généraliste, a été d'abord une terre de pèlerinage pendant des siècles. Pèlerinage pour les juifs, pèlerinage pour les chrétiens, pèlerinage pour les musulmans. Mais la notion de Terre Sainte, en fait, est apparue avec le développement progressif des pèlerinages chrétiens. Les pèlerins espéraient revenir sur les lieux dont parlent les évangiles, sur lesquels s'était déroulée la vie du Christ, le lieu de la nativité, le lieu de la passion et différents épisodes de sa vie. Évidemment, tout ça, si vous voulez, n'est pas une question de vérité historique. Quand on lit un sociologue qui s'appelle Albax, qui a fait une topographie légendaire des lieux saints, il raconte comment ces lieux ont été inventés après coup. Et comment les diverses traditions n'étaient elles-mêmes pas d'accord entre elles pour situer, pour localiser exactement ces lieux. Pour les autres religions, quels sont les lieux incontournables? Alors, le lieu incontournable, évidemment, pour le judaïsme, c'est l'emplacement du temple. Donc le mur des Lamentations? Alors, le mur des Lamentations, c'est une partie qui était extérieure au temple, parce que tout le reste a disparu. Donc, on suppose donc que le temple se trouvait sur l'esplanade où a été construite ensuite par Omar le dôme du rocher, c'est-à-dire la grande mosquée avec cette magnifique coupole dorée. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir comment
une tradition se superpose à une autre. C'est ça, à Hébron, c'est assez fascinant. C'est ce que les Juifs appellent le caveau des patriarches, ce que les musulmans appellent la mosquée d'Ibrahim, qui est carrément séparée en deux. D'un côté, c'est une mosquée, d'un côté, c'est une synagogue. Et oui, mais c'est-à-dire, au départ, ils viennent pour vénérer la même personne, c'est-à-dire Abraham. Abraham, Ibrahim. Qu'est-ce que c'est Hébron? C'est le tombeau des patriarches. Bon. Donc c'est la concession qu'avait acheté Abraham pour y enterrer son épouse, où il a lui-même été enterré. Et ce sont des personnages qui entrent également dans la tradition musulmane. Et donc ils vénèrent également ces lieux. Seulement, évidemment, les deux religions ne peuvent pas prier ensemble, même si c'est le même lieu. Et donc ils se sont partagés les lieux dans des conditions parfois très, très tendues. Et vous savez à quel point c'est un endroit sensible, puisqu'il y a eu en 1994 un massacre par un juif fanatique. Alors, ce que voudraient savoir nos voyageurs, c'est comment se comporter pour ne pas heurter les traditions religieuses. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire ou à faire? Bon, d'abord, quand on se rend dans des lieux religieux, alors qu'en Israël comme ailleurs, bon, il faut respecter évidemment des règles élémentaires de pudeur, de bonne tenue. On n'entre pas dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue en short ou très décolleté. Donc il faut avoir un minimum de tenue. Par contre, évidemment, quand on se retrouve dans un endroit particulièrement, où il y a une concentration de vie religieuse, comme certains quartiers de Jérusalem ou à Bnei Brak, à côté de Tel Aviv, qui sont des quartiers qu'on appelle les Haredim, les ultra-orthodoxes. Alors là, c'est un petit peu la même chose. Dès lors qu'on est chez eux, d'une certaine manière, il est recommandé de respecter leur sensibilité. Donc, même chose sur le plan vestimentaire. Là où les choses sont un petit peu plus compliquées, c'est évidemment au moment des fêtes et le Shabbat. Dans certains quartiers, lorsque la circulation automobile est interdite, les riverains, avec l'autorisation de la municipalité, posent parfois des barrières ou invitent les gens à ne pas aller au-delà de ces barrières parce que ce sont des quartiers dits religieux. Donc il faut les respecter. Et quand il n'y a pas de barrière et qu'on peut se retrouver dans un quartier où qu'est-ce qui peut nous arriver? Ça peut arriver. Alors là, en général, on est très très mal accueillis. Ouais. Hein, il arrive même de se faire caillasser, taper sur la voiture. Si on ne souhaite pas les provoquer, il faut essayer de dégager assez rapidement. Est-ce que le Shabbat est très respecté en Israël? En Israël? Ben, ça dépend. Vous savez, vous avez plusieurs Israël dans Israël. Vous avez, vous avez Tel Aviv d'un côté, Jérusalem de l'autre. À Jérusalem, par exemple, il n'y a pas de circulation de transport en commun le Shabbat. Et donc, les Juifs qui sont moyennement pratiquants ou pas pratiquants le Shabbat, parfois, ils aiment bien aller au bord de la mer. Donc, ils prennent leur voiture et ils vont à Tel Aviv. Et là, la vie continue normalement. Beaucoup de boutiques sont ouvertes, les restaurants, les terrasses de café. Mais en revanche, Jérusalem, à partir du moment où l'heure du Shabbat a commencé, le vendredi après-midi, tout est fermé. Tout est fermé. Et d'ailleurs, c'est une expérience tout à fait curieuse de voir que Jérusalem est une ville qui vraiment vit le Shabbat de façon très respectueuse. Ce qui me surprend vraiment, c'est qu'il y ait des quartiers avec des rues fermées le jour du Shabbat et où on risque de se faire caillasser si jamais on va dans ces quartiers. Ça m'étonne beaucoup. Oui. Et du coup, ça vous fait vous interroger sur la société israélienne, sur la composition du peuple? Quelles sont les questions que vous vous posez du coup? Oui, peut-être quand même la place du religieux dans une démocratie et savoir si c'est pas seulement une démocratie pour les Juifs ou si c'est vraiment une démocratie pour tout le monde, quoi. Le peuple israélien est composé de juifs d'Europe, de survivants de la Shoah, de juifs du Maroc, d'Iran, d'Irak, d'Union soviétique, d'Éthiopie ou encore d'Inde. Bref, c'est un melting pot. Alors qu'est-ce qui fait le socle de la société israélienne? Comment vit-elle? On va en parler avec Amos Gitaï, l'un des plus célèbres réalisateurs israéliens. Bonjour Amos Gitaï. Bonjour. Le peuple israélien est composé, très atypique en fait, il est composé de personnes qui viennent du monde entier. Comment on pourrait le décrire? C'est un melting pot? Oui, c'est un pays qui est composé de gens qui étaient déplacés. Dans les années 30, les plus grands résidents étaient des gens qui arrivaient d'Europe, des Juifs qui arrivaient d'Europe.
Après, dans l'année 50, une très grande immigration des pays du Maghreb. Après, il y a 1 million juifs russes qui arrivent dans l'année 90. À la fin des années 90, des juifs éthiopiens, des falachas qui arrivent. Et aujourd'hui, il y a toujours de l'immigration, il y a toujours des gens qui viennent en Israël, qui font leur aliyah, comme on appelle. Parmi les nouveaux arrivants, il y a beaucoup de Français. Est-ce qu'il y a un lien particulier? Comment on explique qu'il y ait autant de Français qui viennent en Israël? Vous savez que la blague actuelle à Tel Aviv, qui est envahie, entre guillemets, par les Français, c'est que Sarkozy appelle Netanyahu, il dit arrête d'envoyer des Israéliens sur Cisjordanie. Et Netanyahu lui répond, si toi tu vas arrêter d'envoyer des Français sur Tel Aviv, moi je... Une colonisation française à Tel Aviv. Alors, le français est devenu presque la deuxième langue de certains endroits de Tel Aviv. Ça s'explique par la très grosse communauté juive en France ou il y a un lien particulier? Oui, je crois aussi. Quelquefois, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il y a un sentiment de malaise de façon dans laquelle ils sont accueillis à Paris. Alors, ils ont envie de venir à Israël. Et alors justement, cette société, on ne la connaît pas bien parce qu'on parle souvent d'Israël uniquement à travers le conflit israélo-palestinien, ce qui donne un peu l'impression... C'est vous les journalistes, oui, vous êtes coupables. Ouais. Et ce qui donne un peu l'impression d'une société figée depuis 60 ans. Alors justement, on essaye de corriger nos erreurs. Qu'est-ce qu'il faut en dire de cette société israélienne, d'après vous, pour mieux la connaître? C'est à la fois très émouvant, très touchant, très ouvert. C'est une société très mobile aussi. C'est pas si lourd comme à Europe. Et je crois que c'est une des raisons dans laquelle ça attire beaucoup de monde. Elle vit à l'européenne, elle vit à la moyenne orientale. C'est un cocktail assez particulier, mais c'est-à-dire les rapports ils sont beaucoup plus directs. Ils sont moins camouflés par des séries de voiles, etc. Direct ou brutal? Ça peut être les deux, mais moi, c'est-à-dire il y a un sentiment pour les raisons non, que c'est moins hypocrite, c'est plus franche. Alors il y a les gens qui se l'attirent. Alors donc ce peuple très hétéroclite, un peu melting pot, est-ce qu'il y a un socle qui le réunit? C'est le nationalisme? Effectivement, je trouve qu'avec les tendances religieuses et les nationalistes, ils sont, à mon avis, malheureusement, ils deviennent plus forts comme un élément qui réunit les couches différentes des gens qui arrivent des différents coins de la Terre. Quelles sont les préoccupations de ce peuple hétérogène? Est-ce qu'il ne vote qu'en fonction du conflit israélo-palestinien? Quel est son modèle économique? Est-ce qu'il est plus proche de l'Europe ou du Moyen-Orient où il est ancré? Nous allons en parler avec Alain Dikoff, politologue spécialiste d'Israël. Bonjour Alain Dikoff. Bonjour. Alors on a vu que le peuple israélien était particulièrement hétérogène, avec des gens qui viennent un peu de partout dans le monde. Est-ce qu'on peut essayer de schématiser comment ils votent? Le gouvernement actuel, donc le gouvernement de Netanyahou, est certainement un gouvernement de droite, mais... C'est le gouvernement le plus à droite qu'ait jamais connu Israël? Le plus à droite dans le sens où il est lié à un parti qui est le parti du ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Avigdor Lieberman. Oui, c'est un parti nationaliste, mais ça n'est pas un parti religieux. Donc il faut bien voir que... Mais il y a des religieux aussi dans le gouvernement. Mais il y a aussi des partis, des formations religieuses au gouvernement. Pascal, notre voyageuse, considère qu'Israël est une démocratie, mais pour les juifs israéliens, pas pour les autres. Est-ce que tous les citoyens sont traités de manière égale? Alors là, il faut distinguer deux choses. Au niveau formel, il n'y a pas de différence entre les citoyens juifs et les citoyens arabes qui constituent à peu près 20% de la population. Donc ça veut dire qu'ils votent aux élections, ils ont des partis qui les représentent. Il y a même un courant du mouvement islamiste qui a des représentants à la Knesset. Donc en ce sens-là, il y a bien une représentativité. En même temps, il serait évidemment faux de dire que ce sont des citoyens pareils aux autres, parce qu'ils se trouvent dans un État qui affirme une identité qui est une identité juive, dans laquelle évidemment par définition ils ne peuvent pas se reconnaître. Donc il est indéniable qu'il y a à leur égard un certain nombre de discriminations qui existent. Et je dirais que la tendance ces dernières années à une réaffirmation assez forte de l'identité juive de l'État conduit presque inévitablement à un processus un peu d'aliénation plus grande des citoyens arabes en Israël par rapport à l'État.
Il constitue la classe, une des classes les plus pauvres de l'État d'Israël? Alors c'est vrai que il y a deux groupes de population qui sont les plus pauvres en Israël. C'est d'une part la population arabe. Alors c'est en partie lié au fait que le modèle familial arabe est un modèle relativement traditionnel où la plupart du temps la femme ne travaille pas, donc il n'y a qu'un revenu, ce qui fait évidemment que... Et beaucoup d'enfants et il y a un nombre relativement important d'enfants, surtout dans les familles musulmanes. Et l'autre partie de la population qui est pauvre, elle est juive par contre, mais ce sont les ultra-orthodoxes, donc des juifs très religieux. Et là c'est l'homme qui ne travaille pas. Là, c'est l'homme en général qui ne travaille pas, en effet. Là, c'est l'homme qui ne travaille pas, c'est la femme qui travaille pour faire un peu bouillir la marmite et pour permettre à l'homme d'étudier jusqu'à un âge, d'étudier la Torah, étudier la loi religieuse et les textes religieux jusqu'à un âge en général très avancé. Donc là aussi, il n'y a qu'un revenu. Et il y a beaucoup d'enfants. Relativement modeste. Et en effet, ce sont des familles avec beaucoup d'enfants, qui ont entre 6 et 7 enfants par famille en moyenne. Alors nos voyageurs ont entendu parler cet été de ce mouvement qu'on a globalement appelé des indignés, enfin en tout cas cette contestation de la classe moyenne israélienne. Il y a une politique sociale en Israël? Cette classe moyenne, essentiellement son grief, c'est que elle paye en effet des impôts, alors que d'autres catégories sociales n'en payent pas, souvent évidemment parce qu'ils sont trop pauvres pour en payer. Hein. Et c'est aussi une classe donc, qui en ce sens-là donne beaucoup à l'État, y compris en envoyant les fils et les filles à l'armée. Pendant 3 ans pour les garçons. Pendant 3 ans pour les garçons, et plus toutes les périodes de réserve après. Donc il y a l'impression de beaucoup donner à l'État, mais finalement de recevoir assez peu en échange. Hein. Alors, il y a une politique de redistribution de l'État, il y a une politique sociale qui évidemment s'adresse en priorité aux plus défavorisés, par définition, donc évidemment, les gens qui ont des familles nombreuses vont évidemment avoir des allocations familiales. Mais ceux qui ne font pas l'armée et ceux qui ne payent pas d'impôts. Alors, par exemple, la population arabe, elle ne fait pas l'armée, la population ultra-orthodoxe ne fait pas non plus l'armée. Et comme en général, il n'y a qu'un des membres de la famille qui travaille, bien évidemment, ils payent peu, voire pas d'impôts. Ce qu'ils voudraient savoir aussi, nos voyageurs, c'est un peu le modèle économique. Est-ce que c'est un pays à l'européenne ou est-ce quand on est quand même au Moyen-Orient, est-ce qu'il est plutôt ancré dans le Moyen-Orient? Alors, évidemment, l'Israël n'est plus du tout l'Israël un petit peu mythique des années 50, avec le kibbutz, un secteur agricole relativement important. Alors, il y a toujours une agriculture israélienne, mais je dirais c'est pas ça qui porte l'économie aujourd'hui. Hein. Ce qui porte l'économie aujourd'hui, c'est beaucoup les nouvelles technologies. Le high-tech, le high-tech. Il y a une Silicon Valley. Absolument, c'est une des grandes forces d'Israël qui le distingue évidemment de l'environnement moyen-oriental immédiat où c'est un élément qui est assez peu développé. La Cisjordanie, vous avez envie d'y aller? J'aimerais bien voir comment vivent les gens, mais je m'attends pas... j'ai un peu les images de Gaza en tête, donc j'arrive pas bien à voir comment on peut bien vivre de ce côté-là de la frontière. C'est très difficile d'arriver justement à se rendre compte ce que veut dire la colonisation. Parce que pour moi, l'image de la colonisation, c'est les colonies françaises ou britanniques d'antan, c'est-à-dire des personnes qui viennent s'installer dans un pays, mais partout dans le pays. C'est-à-dire pas des... Là, c'est des colonies, visiblement, c'est des sortes de villes fermées qui se trouvent sur un territoire hostile et qui restent là volontairement pour dire je me prends mes marques. Nos voyageurs ont très envie de visiter aussi les territoires palestiniens. Mais à quoi ressemble la vie quotidienne en Cisjordanie? Qu'y a-t-il à découvrir? Pour une visite guidée, nous allons maintenant rencontrer Jean-Paul Chagnolot, c'est le directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO. Nous sommes dans un endroit symbolique à l'UNESCO parce que c'est la première instance internationale à avoir reconnu la Palestine comme État membre à part entière. Et pourtant, la Palestine n'est pas un pays, pas encore.
c'est pas un État en tout cas. Alors justement, à quoi ça ressemble les territoires palestiniens? Je crois qu'il y a deux façons de la lire, cette Palestine. On peut la lire de manière un peu symbolique, mythique, c'est-à-dire se promener en oubliant ce qu'il se passe vraiment. C'est-à-dire qu'on peut voir un peu les collines qui sont très belles, on peut aller dans des endroits, oui c'est ça, on peut avoir cette lecture-là. Et puis il y en a une qui est l'autre lecture, qui est une lecture beaucoup plus lourde, qui est en fait la réalité de ce que c'est qu'une occupation. Et on en parle beaucoup avec des mots, mais quand on le voit, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'une occupation, ça signifie que toute la population qui vit là-bas n'a aucune possibilité de se déplacer simplement, facilement, et encore moins, naturellement, de sortir de ces territoires. On va toucher du doigt en allant ici ou là ce qu'est vraiment une occupation. Je pense au checkpoint, je pense évidemment au mur, et puis je pense à quelque chose qui est assez fondamental, surtout dans certains endroits, qui est la colonisation. Et alors qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir en Palestine? Quelles sont les différentes facettes de la Palestine? Moi je donnerais 3 destinations. La première, je dirais aller à Kalkia. C'est un peu dans le nord, c'est pas très loin, d'ailleurs aucune distance n'est importante puisque en fait c'est un tout petit pays. Et à Kalkia, vous avez quelque chose de très surréaliste où la ville tout entière est complètement enfermée dans le mur. Et donc on a construit une forme j'allais presque dire de prison. Très concrètement, on voit comment les paysans ne peuvent plus avoir accès à leurs champs ou à leurs puits, car le mur s'est arrangé pour mettre les puits du côté israélien et pas du côté palestinien. Donc ça fait vraiment des choses très tragiques. Et puis, deuxième destination, si on veut voir ce que c'est que la colonisation et l'absurdité de cette colonisation à certains égards, beaucoup d'égards, eh bien on va à Hébron. Et à Hébron, c'est un lieu très particulier. Il y a quelques centaines de colons, mais ils sont idéologiquement dans une espèce d'obsession du rapport à la religion, du rapport à leur présence ancestrale à Hébron, et par conséquent qui ont un mépris de fer pour tout ce qui est palestinien. Et donc cette présence-là de quelques centaines, ça a commencé progressivement. Encadré par combien de militaires? Par des centaines, des milliers de militaires, pour des raisons de sécurité, effectivement, parce qu'ils mènent la vie impossible. Ces quelques centaines de colons mènent la vie impossible aux Palestiniens et ont vidé complètement la vieille ville. Tous les commerçants, soit ont été expropriés, soit ils ont été obligés de fermer. Bref, c'est une ville fantôme. Puis enfin, il y a une troisième destination qui est, si on veut voir l'illusion d'une économie, l'illusion d'un pays qui fonctionne, on va à Ramallah, parce que c'est une sorte d'enclave qui a connu une forme de boom économique tout à fait artificielle, mais on a l'impression de pouvoir vivre très très bien à tous égards. Il y a d'excellents restaurants, il y a des boîtes de nuit, il y a des jardins sympas, enfin il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi artificiel? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une économie florissante qui est entièrement encastrée dans une réalité politique qui fait qu'on ne peut pas du tout exporter ni importer. Il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de liberté de circulation dans les frontières terrestres. Donc ni par la mer, ni par les airs, ni par la terre, on ne peut sortir quoi que ce soit en termes économiques. Donc à tout moment, même s'il y a ici ou là un embryon de dynamisme économique, il est étouffé immédiatement. Bon, donc on a l'impression quand on est là que tout va bien, effectivement. Mais dès qu'on regarde avec d'un peu plus près, eh bien on s'aperçoit que Ramallah n'est peut-être pas si différent de Kalkia ou d'Hébron. Les Israéliens, il faut le rappeler, n'ont pas le droit d'aller dans les territoires palestiniens. Alors, ils n'ont pas le droit d'aller dans les territoires palestiniens, mais ils ont plus que le droit d'aller dans les colonies. Donc c'est une façon un peu artificielle. Ils sont sans arrêt sur des routes qui, quelquefois, sont des routes réservées aux Israéliens ou aux colons. Quelque chose de très, très spectaculaire, c'est que la signalétique indique en hébreu les colonies et quelquefois les villes palestiniennes, mais en hébreu. C'est-à-dire que pour un touriste, il n'y a plus de ville arabe. C'est un peu le rêve de beaucoup de ces colons, c'est que le lendemain matin, quand ils se réveillent, il n'y a plus de Palestiniens. Vous venez, les filles? Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça y est, c'est le grand départ? Ouais, c'est le grand jour. Vous avez toutes les informations que vous cherchiez? Toutes. Hâte de découvrir? Oui, hâte de partir, d'être devant le mur des lamentations. Ouais. Et puis, vous avez préparé vos petits papiers? On a préparé nos petits papiers et puis d'être aussi bien tranquillement dans un bar en train de déguster des falafels au bord de la Méditerranée à Tel Aviv. Donc voilà. On vous a apporté quelques petits... de quoi vous documenter avant de partir ou pour lire dans l'avion. Des classiques de la littérature israélienne, Amos Oz par exemple, ou alors le dernier de David Grossman. Merci. Et puis un film d'Amos Gitaï, Kadosh, qui parle de cette communauté ultra-orthodoxe et de ces juifs très religieux dans le quartier de Mea Shearim. Je vous le donne aux filles. Bon voyage. Bon, parfait, on est paré. Merci beaucoup. Bien sûr, on en donnera. À bientôt. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir.
Si comme nos voyageurs, vous souhaitez qu'on vous aide à préparer votre voyage, envoyez-nous vos destinations envisagées à l'adresse essionpartait@public.sena.fr. À bientôt.